Une chimiothérapie, c'est un voyage. Nous, on va accompagner les patients pour que le voyage se passe le mieux possible, en sachant que je ne remplace rien et que non, c'est pas du poison. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé, bonjour et bienvenue, bon appétit si vous nous écoutez en train de déjeuner. Et c'est la première émission que nous allons consacrer ce matin en des années sur l'acupuncture. J'ai invité le docteur Philippe Janin, bienvenue doc. Merci monsieur de me recevoir. Alors si je vous appelle doc et que vous m'appelez monsieur, il va y avoir un décalage. Alors, Doc, oui. Appelez-moi Philippe, doc. D'accord. Médecin généraliste, acupuncteur, vous êtes le premier médecin acupuncteur à avoir eu le droit de rester conventionné et avoir intégré une équipe d'oncologie, l'équipe d'oncologie de la clinique Saint-Jean-de-Dieu dans le 7e arrondissement de Paris. Ouais. C'était en juillet 2009. Ouais. Vous êtes également en charge d'un cours spécialement dédié au rôle thérapeutique de l'acupuncture. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez mis au point de nombreux protocoles qui diminuent la plupart des effets secondaires endurés par les patients atteints de cancer. Et cette histoire, vous la racontez dans un livre qui vient de sortir qui s'appelle « Les aiguilles qui soulagent » chez Hugo New Life. Alors en France, la jurisprudence définit clairement l'acupuncture comme un acte médical réservé aux diplômés en médecine. Ça veut dire qu'on ne peut pas être acupuncteur sans être médecin. Absolument. Et les acupuncteurs non médecins sont hors la loi. Quand les patients partent en province ou ailleurs, et quand ils cherchent un autre acupuncteur, on leur dit la seule chose non négociable, c'est qu'il soit médecin. Pourquoi ? Parce que, et je l'évoque dans mon livre, l'acupuncture n'est pas une médecine douce. Non. On peut provoquer certains soucis avec des aiguilles mal placées. J'évoque dans ce livre, on ne pique pas une phlébite, parce qu'on risque de déclencher par quelques points une embolie pulmonaire. Un petit peu gênant quand même. Ouais. Voilà. Mais donc il faut être médecin. C'est pour ça que dans votre livre, vous employez systématiquement l'expression médecin acupuncteur. Absolument, absolument. Et l'acupuncture est maintenant un diplôme d'État. Il y a un DU d'acupuncture. Je suis un enseignant dans ce DU. Combien d'années ? 1 an, ouais. Le DU que j'évoque, qui a été créé de toutes pièces par Nadia Wolf, qui est moins dogmatique, plus scientifique, et à la fin de cette année d'études, où ils travaillent comme des malades, les étudiants, c'est un week-end sur 2, mais à la sortie de cette année universitaire, ils peuvent prendre en charge un patient, pas que cancéreux, ils savent traiter toute la pathologie accessible à l'acupuncture. Moi, je suis responsable du département cancéro-acupuncture. C'est-à-dire qu'en une journée, 8 heures de cours, je leur donne tout ce qu'il faut savoir pour aborder tous les types de cancers. Oui. Alors, tout ça a été par écrit. Ils ne vont pas absorber. C'est rapide, 8 heures pour mais c'est du programme. Danse. Et puis ensuite, il y a des cours de répétition, etc. Et voilà. Alors, à noter que l'acupuncture est la première médecine intégrative validée par la science. Et ça, vous tenez absolument à ce que ça se sache. Hyper important. C'est grâce à ça que je suis arrivé à percer le mur des cancérologues. Parce que j'ai connu l'époque, bien qu'il y ait déjà quelques preuves scientifiques, entre autres sur les nausées, vomissements, diarrhée, mais le mur était encore résistant. Et c'est grâce à ces preuves scientifiques que, oui, les cancérologues nous écoutent. Oui, maintenant, j'ai la chance de travailler avec les meilleurs d'entre eux. Et ça, c'est incomparable, en sachant que je ne suis pas, l'acupuncture n'est pas en concurrence. Nous sommes en synergie d'action. Quand un patient peut vivre ses chimiothérapies sans nausées, sans vomissements, sans diarrhée, on optimise l'efficacité des traitements. Parce que quand ils sont trop cassés par la chimiothérapie, les cancérologues sont amenés à réduire, voire arrêter le traitement. Qu'est-ce qui se passe ? À ce moment-là, la maladie reprend le dessus. C'est pour ça qu'on a un rôle, entre guillemets, essentiel. On est la grosse goutte d'huile qui évite que la machine se bloque, explose. On a 1 heure pour en parler. Oui. Comment expliquez-vous qu'il y ait autant d'associations en France d'acupuncteurs ? Pas tant que ça en fait. Il y en a 26 ? Oui. Mais il y a combien d'acupuncteurs, de médecins acupuncteurs en France ? Alors, j'ai pas les dernières statistiques. On est en sous-effectif, ouais. Parce que voilà, on est quoi ? Ça fait beaucoup de chapelles quand même, 26. Oui, beaucoup de chapelles. Ouais. Mais il y a des chapelles émergentes. Moi, je fais partie de la structure Azoformec qui est basée à Bordeaux. Et ça fait quoi ? 20 ans que j'y suis, parce que c'est un groupe de confrères absolument sensationnel, et avec lequel il y a des échanges, et on n'est pas en concurrence, on est juste là pour émulation, et toi tu ferais quoi ? Il y a des cas cliniques particulièrement sévères, et on met sur la table, tu aurais fait quoi toi ? Et on amène nos idées, notre expérience, et ça nous permet de progresser. Ces échanges nous permettent de progresser. Oh, non, pas tout faux, non.
moi je leur ai fait ça, comme ça. Ah oui, d'accord, tiens, j'avais pas pensé. Et c'est de ces échanges, c'est pour ça que j'aime autant y aller, et que j'y vais 3-4 fois par an. J'adore ces échanges, parce qu'on ne cesse d'apprendre. On ne sait pas tout, bien sûr. Un petit peu de vocabulaire. Ouais. C'est quoi une poncture ? C'est l'action de piquer un point d'acupuncture. Je veux développer un point d'acupuncture, c'est une surface ronde qui fait 0,8 mm de diamètre. Et il faut piquer dans cette surface ronde pour déclencher l'envoi de vecteurs biophysiques et biochimiques. Ces vecteurs vont aller vers un organe ou une fonction d'organe. Chaque point a une fonction thérapeutique différente. Il y a combien de points ? Est-ce que c'est défini ? Oui, ouais. Parfaitement défini. On sait qu'il n'y en aura pas plus. Il y a 766 points dans le corps et 196 points dans chaque oreille. Plus des points hors méridien. Ils ont tous un nom, une fonction thérapeutique très précise. D'accord ? Donc, à nous de poncturer le bon point pour déclencher la bonne réaction. Mais c'est comme un médecin. Il ne faut pas qu'il se trompe de médicaments pour soigner une maladie. S'il se trompe de médicaments, voilà. C'est exactement ça. C'est pas le bon résultat. Alors, donc, c'est compliqué. Acu, c'est... Poncturer. Non, acu. Parce qu'il y a poncture. Oui, donc, poncture. Acu, ça veut dire quoi ? C'est aiguille ? Oui, aiguille. C'est ça ? Oui, c'est aiguille. Poncturer avec une Une aiguille, c'est voilà. ça. D'ailleurs, dans l'ancien temps, les premiers Chinois, parce que le berceau est complètement chinois, et on a les premières traces écrites de cette méthode qui était complètement empirique. Et je crois qu'ils poncturaient avec des aiguilles d'acacia ou une pointe piquante, un caillou piquant, etc., etc. Et ils décrivaient ça à l'époque comme des zones magiques. Et chaque fois, alors, excusez-moi, pas qu'on les Chinois, il fallait qu'ils reproduisent. Hein, c'est pas la première poncture qu'ils disaient, oh, ça marche. Ils vérifiaient que ça marchait bien. Et quand ils étaient sûrs que tel point, par exemple celui-là, le cas de gros intestin, soulageait. Alors attendez, parce qu'à la radio ça passe pas. Pardon. Ce que vous avez fait. Alors, vous avez appuyé sur un point entre les deux premiers doigts. Bon, quand ils appuyaient sur un point d'acupuncture dont ils avaient vérifié l'efficacité, ils le notaient. Et on a retrouvé le journal de bord de point en point de ce que devaient noter les Chinois. C'est ce qui a sauvé l'acupuncture. Si le berceau avait été africain, et j'aime infiniment l'Afrique, il n'y a pas de problème, mais en Afrique, c'est la maison des palabres. Ça aurait été perdu dans le vent des sables. Là, tout est noté. Alors, la difficulté, ça a été de traduire les dialectes de l'époque. Mais on a retrouvé le journal de bord de tout ce qu'ils trouvaient de point en point. C'est extraordinaire. En quoi les aiguilles sont-elles fabriquées ? Les vôtres sont françaises ? Les miennes, oui, elles sont françaises. Ouais. C'est la société Marco Polo qui est basée à Albi, qui est, à mes yeux, la meilleure aiguille du marché. Pourquoi ? Parce que c'est une tige en acier inox dont la pointe est travaillée, comme en fuseau. Hein, comme un javelot. Et autour de à l'autre bout, il y a un manchon en cuivre. Pourquoi du cuivre ? Parce que dans certaines indications, on est amené à passer ou de l'électricité ou de la chaleur pour augmenter l'efficacité de ces points. Les aiguilles sont stériles à usage unique, bien sûr, et ensuite elles sont recyclées dans une usine, je crois, qui est à 50 km de Paris. Voilà. C'est clair, c'est net, depuis les années 80. Alors, il y a des points qu'on appelle des points interdits ou dangereux. Oui. C'est quoi ces points ? Alors, ce sont des points qui sont interdits, par exemple, chez les femmes enceintes. C'est des points qui sont interdits chez les patients qui ont des troubles psychiatriques costauds. Et on peut avoir des points chez les gens hystériques et dont on ne décèle pas forcément hystérique, mais qui provoquent des effets inverses. C'est-à-dire que les points qui sont censés relaxer excitent au dernier degré. Donc, quand on détecte ça, on fait profil bas, dit madame ça marche pas, etc. Madame ou monsieur, il faut faire profil bas, et là ça devient une contre-indication à l'acupuncture. C'est rare ici, mais ça peut exister. À partir de quel moment on ressent les effets d'une séance d'acupuncture ? Bonne question. Ça dépend c'est pas une pirouette. Ça dépend des patients. Moi, j'ai toujours besoin de 2 ou 3 séances d'acupuncture pour évaluer la façon dont le corps, je dis bien le corps, réagit à l'acupuncture. Il y a des patients, c'est pas une question de croire ou pas y croire. Il y a des patients qui réagissent très bien, d'autres moyens, d'autres lentement, d'autres pas du tout. Pas du tout, ça représente 3 à 5% des patients. Ils ne sont pas du tout réceptifs. Du tout. Et c'est ce qu'on appelle des organismes de bois. On peut leur faire tous les points de la création. Des organismes de ce que j'appelle des organismes de bois. C'est-à-dire, on peut leur faire tous les points de la création et il ne se passe rien. Ouais. D'accord ? Par contre, quand un organisme répond à l'acupuncture, tout ce qui sera passible d'acupuncture, on sait
jeune ou pas jeune, même 50 ans plus tard, il réagira très très bien. D'accord ? Quand un patient me voit pour la première fois, il me dit j'ai déjà eu l'acupuncture, ça a bien marché, youpi, pour moi, il y a un boulevard qui se développe devant moi. C'est très important ça. Alors pour répondre complètement à votre question, moi j'y vois plus clair. Ce qu'il faut savoir aussi très important, c'est que de séance en séance, les points augmentent en puissance thérapeutique. C'est-à-dire que le même point va donner plus, va donner mieux. Par exemple, dans une chimiothérapie qu'on évoquera tout à l'heure, je dis toujours aux patients, attention, on ne va pas tout maîtriser d'emblée, mais tel ou tel effet secondaire sera maîtrisé. Et ceux qui seront moins bien maîtrisés, la fois suivante, à point égal, ils seront mieux maîtrisés. Voilà. Et moi, je suis toujours j'agis en fonction des résultats de séance en séance. Et en général, il nous faut 3 séances pour dominer la situation. C'est comme un avion, hein, il décolle, il subit au départ des turbulences, et ensuite on taille la route. Hein, en sachant qu'une chimiothérapie, là aussi je reviens là-dessus peut-être trop tôt, mais c'est un voyage. C'est un voyage. Nous, on va accompagner les patients pour que le voyage se passe le mieux possible, en sachant que je ne remplace rien. Et que non, c'est pas du poison. On l'entend trop. Mais nous, le voyage devient confortable. Alors chimio, ça peut être radiothérapie, oui, voilà, ça peut et hormonothérapie. Et hormonothérapie. Et chirurgie. Ça peut être tous les traitements qui accompagnent le traitement du cancer. Est-ce qu'il y a des contre-indications à l'acupuncture ? Non. Parce que vous n'en parlez pas dans votre livre, mais... Non, pas de contre-indication. Les gens qui vont nous échapper, ce sont les phobiques, qui ne supportent pas l'ombre d'une aiguille. Mais il n'y a pas de contre-indication. Non, il n'y a pas de contre-indication. Hormis les hystériques, non. En cancérologie, on ne pique pas ce qu'on appelle un gros bras, c'est-à-dire un bras qui a un œdème à la suite d'une intervention chirurgicale. Bon, mais non, il n'y a pas de contre-indication à l'acupuncture. Est-ce qu'il y a des effets secondaires ? Est-ce qu'il peut y avoir des effets secondaires ? Les effets, si l'acupuncteur fait bien son travail, si nous utilisons les bons points, non. Mais un patient qui répond très très bien, je dis attention, parce que si je me trompe de point, je vous envoie dans le mur. C'est une image, mais c'est un peu ça. C'est en ça où on n'est pas une médecine douce. C'est pour ça que c'est un métier, si je peux me permettre, et que il faut que tout soit sous contrôle. Et quand un patient surréagit, c'est-à-dire dépasse un peu notre attente, eh ben on lève un peu. On supprime tel point. Moi, je dis toujours que je leur fais du sur-mesure. J'écoute de séance en séance. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui était bien, moins bien, etc. Quel a été leur ressenti ? Et j'en tiens compte pour pratiquer la séance suivante. C'est très intéressant, parce que c'est tout sauf la routine. Voilà, et je reçois aujourd'hui le docteur Philippe Janin, qui est médecin acupuncteur et qui publie Les aiguilles qui soulagent aux éditions Hugo New Life. Et c'est parce que vous-même, à l'âge de 12 ans, vous êtes soigné par un acupuncteur de génie que vous êtes là aujourd'hui. Comment il s'appelle ? Il s'appelle Pierre Regard. Ouais. Pierre Regard. Googlez, parce que c'est vraiment un maître. Ah oui, c'est exceptionnel. Sommité mondiale. C'était l'une des rencontres de ma vie majeures. Pourquoi je l'ai rencontré ? Parce que j'étais l'adolescent qui ne vivait plus 3 jours avant une compétition de maths et de géographie, et je rendais copie blanche, trou de mémoire. Donc je passais pour un cancre, c'est sympa, alors que à peine sorti de la salle d'examen, je pouvais remplir. Et ça s'est su que dans la famille que j'étais un pseudo-cancre. Et je raconte dans le livre que une amie qui habitait Saint-Étienne, on passait nos vacances dans la région de Lyon, une amie de Saint-Étienne a vécu le drame, je dis bien le drame, qu'un gamin tombe dans les rues de Saint-Étienne sous ses roues alors qu'elle roulait à 20 à l'heure et tue ce gamin. J'ai vu cette femme explosée, il y avait de quoi, et plutôt que de filer chez un psychiatre ou être bourré de médicaments, elle est allée voir un acupuncteur à l'époque, il s'appelait le docteur Griffoni, et moi j'ai vu cette femme cicatriser, revivre, etc. Bon, et elle me dit, tiens, toi qui as des problèmes, tu devrais venir faire une séance d'acupuncture, bon. Et je dis pas non, pourquoi pas, c'est la première fois que j'entendais parler d'acupuncture, et je suis arrivé chez le docteur Griffoni, qui à l'époque avait les cheveux déjà tout blancs, et il m'a fait une première séance d'acupuncture. Bon, et on rentre à Paris le lendemain, et M. Griffoni me dit, attention, il y a déjà plein de charlatans dans notre métier, il ne faut pas aller voir n'importe qui. D'accord ? Il n'y en a qu'un à aller voir. On est en 1962. Il faut quand même vous imaginer. Bon. Ouais. Et déjà à l'époque, il y avait plein de charlatans dans le milieu. Et il n'y en a qu'un à aller voir, c'est le docteur Regard, rue Madame. Je déboule chez lui. Je me retrouve face à cet homme fin, élégant, bon. Et il fait 2-3 séances d'acupuncture et ma vie change.
plus jamais de trop de mémoire. Alors, à 6, 7, 8 ans, je voulais être médecin. Quand j'ai vu que quelques aiguilles faisaient mieux qu'un somnifère, faisaient mieux qu'un anxiolytique, etc., c'est comme ça que je le soignais. Et très vite, je lui dis, vous pourriez me former? Vous accepteriez de me former? Moi, le plus timide du monde. Oui, mais ça, vous n'aviez pas 12 ans quand vous lui demandez de vous former. Mais j'en avais 13. Ah oui. 13-14. Bon. Parce qu'il faut savoir qu'en parallèle, quand j'ai découvert le pouvoir thérapeutique de l'acupuncture, il faut savoir que ma mère et mon frère étaient polyallergiques à l'air de Paris. Étaient tous les deux des asthmatiques graves, invalidants. Et ils allaient de l'ergologue en piqûre de cortisone, et ils ne s'en sortaient pas. Mon frère, qui était plus jeune que moi de 2 ans, ne descendait pas en salle de récréation, parce qu'ensuite il y avait un étage à remonter, et il ne pouvait pas. Bon, je parlais d'acupuncture, quelques aiguilles, non mais tu plaisantes. Et puis ils ont rendu les armes. Et quand ils ont vu que Pierre réglait le problème et qu'il n'avait plus d'asthme du tout, alors je raconte dans mon livre, le seul facteur limitant pour ma mère, c'était les chats qui là déclenchaient des crises d'asthme. C'était le seul allergène auquel l'acupuncture ne répondait pas à l'époque. Bon, on évitait les chats et ma mère n'a plus eu de crise d'asthme de sa vie. Donc quand j'ai vu le pouvoir thérapeutique de l'acupuncture, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Bon, et la première fois que j'ai demandé à Pierre, j'avais 13-14 ans, commencez votre médecine d'abord. Parce qu'il fallait être médecin. Bon, je démarre mes études de médecine à Bobigny. Premier examen, à nouveau charge de stress, je retourne le voir, c'était un mardi soir. Et il me pique et je lui dis, monsieur Regard, je commence mes études de médecine pour être acupuncteur. Accepteriez-vous de me former? Et je m'entends dire, comme si j'y étais hier encore, monsieur Janin, n'importe quel imbécile peut apprendre la théorie de l'acupuncture. Si vous voulez devenir un bon acupuncteur, il faut que vous puissiez me suivre. Oui. Bon, eh bien, demain, mercredi, le docteur Barillon, qui était chef de médecine interne à l'hôpital Boussicot, lui prêtait 5 salles, une infirmière, et ça lui permettait à Pierre de voir la clientèle qu'il n'aurait jamais vue rue Madame. Bon, eh ben oui, demain matin, d'accord, vous m'achetez tel et tel bouquin, le genre sous l'humour qui est, j'aime pas ce mot, mais la Bible. L'acupuncture chinoise de Georges Soulier de Morand. Alors, il faut, là aussi, vous googlez. Ouais, c'est un diplomate qui a été formé en Chine à l'acupuncture et qui a traduit, parce qu'il était sinologue. Grâce à la famille Théophile Gautier. Et c'est un type incroyable. C'est combien de volumes? Parce que c'est un gros volume. C'est 3 volumes. Mais bon, et Pierre m'a dit, alors je suis allé dans le quartier latin acheter ce gros bouquin, et il m'a dit, Pierre me dit, bon, vous m'en prenez les points de méridien du cœur. Heureusement, c'était que le méridien le plus court, 9 points. J'ai passé ma nuit à apprendre le méridien du cœur. À l'époque, je m'imposais de les apprendre par leur nom chinois, phonétique, d'accord? Et le mercredi matin, quand je suis arrivé, je tremblais de trac. Il vérifiait par 3 ou 4 questions que la théorie était apprise. Et ensuite, je rentrais dans la salle et je le regardais. Piquer. Et le mercredi suivant, le mercredi soir, quand on se quittait, il me disait, bon, pour la semaine prochaine, vous m'apprenez tel point, tel méridien. Jamais il m'a pris en défaut, hein. Jamais. Et au bout de 2, 3, 4 mois, il a vu que la théorie était apprise. Il me dit, monsieur Janin, vous allez me poser, premier point. Il me l'a d'abord annoncé par le nom chinois. Et il se trouve que c'est le 9e méridien du cœur, qui est ici, qui est un point qui n'est pas le plus... Alors, sur le petit doigt. C'est un point, qui est techniquement pas le plus facile à poser. Et j'étais tétanisé, moi, de trac. Parce que, bon, d'abord, j'avais bien compris que c'était ce point-là qu'il fallait piquer. Et je l'ai piqué. Et 20 ans, 30 ans plus tard, on était devenus intimes avec Pierre. Il était parti aux États-Unis. Dis donc, Pierre, il avait une mémoire phénoménale. J'ai dit, tu te souviens par hasard du premier point que tu m'as autorisé à poser? Oui. Il me dit, il avait une point. Oui. Tu pouvais pas en trouver un point plus facile? Non. Je dis, pourquoi tu as fait ça? Il me dit, je voulais voir si ta main tremblait. Ah bon? Et ma main n'a pas tremblé? Ouais, elle a tremblé? Non, ta main n'a pas tremblé. Et il m'a dit, j'ai su ce jour-là que tu serais un bon acupuncteur. Waouh. Bon, puis voilà.
Et il était parti aux États-Unis parce que les Américains l'avaient demandé. Il a fait une grosse carrière aux États-Unis. Et il avait certainement la clientèle qui venait beaucoup d'argent. Etc. À West Palm. C'est pas pour l'argent, hein, parce qu'il n'était pas heureux. Enfin. Non. Mais il est revenu. Mais il a gagné certainement beaucoup d'argent. Il avait une clientèle à Palm Beach. Il était à Palm Beach. Non, mais ça va. Il y a pire. Non, bien sûr. Le 4 juin 1978, vous posez votre plaque de médecin acupuncteur. Bon, pour la date, c'est l'anecdote, mais vous êtes et vous devenez le premier médecin acupuncteur à avoir le droit de rester conventionné. Oui. C'est pour ça que c'est une date importante. Alors, c'était sur Alice parce que le Conseil de l'ordre, qu'est-ce qu'ils vous ont fait passer comme test? Alors, ils m'ont appelé rue Euler, à côté de l'adaptation. Je dis qu'est-ce qu'ils veulent. Bon. Et je me retrouve face à les numéro 1, numéro 2, numéro 3 de ce noble bureau. Et j'ai droit à un questionnaire, mais de folie, et qui a duré une bonne demi-heure. Mon parcours, je voulais faire mes études de médecine pour être acupuncteur. Et ils m'ont demandé dans quelle éthique j'allais me situer, qu'est-ce que j'envisageais, comme de prendre comme honoraire, etc. Bon, carte sur table. Et après une demi-heure d'interrogatoire qui partait dans tous les sens, et ils me disent ça vous intéresserait de rester conventionné? Je dis pardon? Eh ben je dis oui. Alors ils m'ont fait signer une espèce de charte, et après avoir signé ce noble document, ils me disent voilà, vous êtes le premier à avoir le droit de rester conventionné. Bon. Et pourquoi c'était intéressant? Parce que c'était l'avènement des premières mutuelles. Et j'ai tout de suite compris que ça allait me permettre de toucher à la fois la petite gardienne et monsieur le PDG. D'accord? Donc ça ouvrait le champ... Remboursement Sécu. C'est ça que ça ouvre. Plus les mutuelles. Vous êtes toujours conventionné aujourd'hui? Oui, tout à fait. À 26,50? Ah non, vous êtes honoraire... Secteur 2. Mais bon, c'est bien d'être toujours... conventionné. En février 83, vous voyez arriver à votre cabinet votre première patiente atteinte d'un cancer du sein. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, aucun médecin acupuncteur ne prenait en charge des patients cancéreux. Ça n'existait pas. Non, ça n'existait pas. Même sous le manteau. Alors, attendez. Je sais pas, je vérifie pas les autres. Mais dans notre profession, il était interdit. Le dogme interdisait de toucher un patient cancéreux. Et moi, j'ai dit, mais attendez, les gars... On nous a appris que les nausées, vomissements, les diarrhées, quelle que soit l'origine, dans notre jargon on parle d'étiologie, on peut piquer, ça se soigne, ce type de... Ça, ce sont des symptômes que vous savez traiter. Oui, bien sûr, quelle que soit l'origine. Et la réponse était ubuesque, c'est ce que je dis dans mon métier, oui mais non. Pardon? Oui mais non. Interdit. J'ai bravé l'interdit. Et alors, parce que les premiers patients qu'on m'adressait, c'était uniquement... Parce qu'il faut dire en amont que j'étais amené à soigner des cancérologues de Curie qui étaient limite burn-out. Dormant plus, surmenés, je ne sais pas pourquoi maintenant. Et donc, ils ont vu que l'acupuncture avait une action solide pour soigner les burn-out, ramener un sommeil, calmer les individus qui étaient en surchauffe. Bon. Et donc, la demande initiale des cancérologues, encore une fois de Curie, c'était de déstresser des patientes qui allaient avoir une chimiothérapie et qui étaient dans le même état que avant d'attaquer ça. Et sans leur dire, alors bien sûr, j'ai fait les points qu'il fallait pour les déstresser, les relaxer, mais sans leur dire, j'ai posé des points qui allaient calmer leur nausée, leur vomissement et les diarrhées. Et bien sûr, je les revoyais. Et les patients me disaient, ah bah oui, j'ai bien dormi, ah bah oui, j'ai pas eu d'angoisse, c'est formidable. Et puis c'est bizarre, j'ai pas eu de nausée, j'ai pas eu de vomissement, tout s'est bien passé. Et moi, au début, je me suis pas vraiment imaginé l'ampleur que ça avait. Et j'ai aligné des cas, jusqu'au jour où, le 24 février. Voilà, 1987, et là, vous avez votre premier patient. Alors, c'est un jeune qui est atteint de ce qu'on appelle, on dit un ostéosarcome du tibia, cancer du tibia. Ouais. Et lui, c'est le père fondateur de tous vos protocoles anticancéreux. Oui, tout à fait. Ouais. Pourquoi? Parce que sa mère, je connaissais la famille, mais j'avais réglé les différents problèmes d'acupuncture classique, et sa mère avait un poste très important à Curie. Elle était responsable du département anatomo-pathologique, c'est-à-dire que tous les patients cancéreux, on leur fait des biopsies, et ça passait sous les lames, sous les microscopes de cette femme dont je cite le nom. Elle s'appelle Marie-Annick de Maublanc, et je la vois arriver avec son fils qui avait eu sa première chimiothérapie et qui était complètement dévasté, je pèse mes mots. Et elle savait très bien ce qui allait arriver. Elle connaissait le protocole de chimiothérapie qu'allait subir son fils. Et c'était vraiment, faites quelque chose, quoi. C'est pas possible. Bon. Et heureusement, à l'époque, j'avais pas trop de monde. J'ai mis plus d'1 heure à commencer à bâtir
un protocole. Qu'est-ce que je vais lui faire? Les points anti-nausées, les points anti-diarrhée, les points anti-aft. Bon, et quand est-ce que je le revois? La prochaine chimiothérapie a lieu à telle date, donc ça serait bien peut-être que je le revoie bientôt pour que je puisse faire une autre séance. J'ai intuitivement bâti ce que j'ai ensuite bien amélioré. Et puis, je le revois 3-4 jours après. Il était transformé. Plus d'aft, plus de cauchemars. Il s'était bien mangé, souriant. Bon, on attaque la prochaine. Oui, on va attaquer la prochaine. Et puis, donc, avant, sa deuxième chimiothérapie se passe bien, beaucoup mieux que la première, encourageant. Mais là, le grand déclic. Je réentends, mais comme c'était hier, encore une fois, un samedi soir, 23h. À l'époque, il n'y avait pas de portable. Hein. Et c'était sa mère qui m'appelait pour me dire, écoutez, il se passe quelque chose d'important. Moi, mon sang se glace. Hein. Bon, non. Sauf que son bilan biologique a sensiblement changé. C'est-à-dire que ces transaminases, son bilan hépatique, qui commençait à exploser, à grimper à cause de la chimiothérapie, vous l'avez ramené à un taux normal. Autre chose, encore plus important, c'est que j'avais stimulé, remonté ses défenses immunitaires. C'est-à-dire ses plaquettes étaient remontées de 20, 40 000, il faudrait que je trouve les chiffres, un taux normal, et ces polynucléaires neutrophiles qui sont une famille du globule blanc étaient remontés. Avec le docteur Philippe Janin qui est avec nous et qu'on écoute avec beaucoup de passion. Vous êtes médecin acupuncteur, vous êtes le premier médecin acupuncteur à avoir osé prendre en charge des patients cancéreux. Vous racontez votre histoire dans un livre qui vient de sortir chez Hugo New Life qui s'appelle Les aiguilles qui soulagent. Découvrez tous les bienfaits de l'acupuncture. Vous racontiez tout à l'heure quel est ce patient, on va dire ce patient 2, puisqu'il y a eu cette patiente avant avec le cancer du sein, mais qui vous a permis de mettre en place vos premiers protocoles d'acupuncture qui accompagnaient les patients en traitement de cancer. Et après, vous avez mis en place plein d'autres protocoles. C'est-à-dire que chaque type de cancer implique des protocoles différents. Pourquoi? Parce que les effets secondaires que nous avons à affronter sont différents d'un protocole à l'autre. Donc j'ai dû m'adapter. À noter pour ceux qui nous écoutent que vous ne soignez pas le cancer. Non. Vous venez en accompagnement des traitements contre le cancer. Il n'y a aucune ambiguïté. Et je signifie toujours aux patients qu'on ne peut pas mettre une feuille de papier à cigarette entre le cancérologue et moi. Non, les chimiothérapies ne sont pas du poison. Les patients l'entendent à longueur de journée. C'est ça qui va les guérir. Moi, je suis là pour éviter que la chimiothérapie ne les écrase. C'est-à-dire, où est mon lit, où est le lavabo, où est le fauteuil? Eh ben non. L'acupuncture, c'est vie normale. En dehors des 2 heures où ils sont branchés à leur flacon 2, l'acupuncture va leur permettre de mener une vie normale. Ils vont pas regarder la vie par la fenêtre. Ils vont pouvoir continuer à travailler. C'est ce que je raconte dans le livre. Cet acteur de théâtre qui m'a fait une préface somptueuse, il a continué à jouer, comme si de rien n'était. Alors qu'on lui a demandé de tout annuler, etc., etc. Des chefs d'entreprise. Mais c'était plein, donc il ne fallait pas annuler. Show must go on. Non, bien sûr, mais il a pu continuer à jouer. Comme cette chanteuse. Ouais, mais voilà. Cette chanteuse à voix. Oui. Québécoise. Ouais. Et quelle chance que j'ai eu de la rencontrer, et quelle chance que j'ai eu de bien la soigner. Et c'est un souvenir inoubliable. Et ça reste gravé dans ma mémoire. Vous avez eu des bises. Ben oui. Je disais à ma femme que j'étais embrassé par elle et que... franchement, j'adorerais avoir une petite bise. Mais ça reste un souvenir et j'ai une photo d'elle dédicacée au-dessus de moi. Finalement, docteur Philippe Janin, vous êtes en première ligne pour neutraliser les effets secondaires des traitements. Ça, c'est important de le dire. Oui. On parle de la chimio, mais il n'y a pas que la chimio, puisqu'aujourd'hui, on parle de protocole de soins, donc un protocole qui s'accompagne de plus en plus de multithérapies. Oui. Alors, pour faire court, il faut savoir qu'en radiothérapie, on évite totalement, je dis bien totalement, les brûlures induites par les rayons. D'accord? Comment ça, vous les évitez? Parce que de toute façon, les brûlures, elles sont là. Non, elles n'apparaissent pas. Elles n'apparaissent pas? Non. Et à raison d'une séance par semaine, j'ai un protocole précis, reproductible. Les patients, mais il n'y a pas de brûlure du tout. Et il y a des témoignages dans le livre. C'est pas un coupeur de feu, en fait. Non, on est beaucoup plus puissant. Je respecte les vrais coupeurs de feu. Mais franchement, la peau est légèrement rosée, même pas bronzée. Ah non, c'est étonnant. Sinon, ça se termine par brûlure 2e, 3e degré. Ouais, c'est quelque chose qu'on ne dit pas toujours aux patients qui démarrent les radiothérapies, qui découvrent à quel point ils vont être brûlés et qui parfois ont envie d'arrêter les radiothérapies à cause des brûlures.
Je sais. Mais lisez le témoignage de Sophie Charlotte, qui est... Hein, je vous remercie, je les ai lus. bon, Victor. non, mais C'est pardon, gentil. mais excusez-moi. Mais c'est un témoignage parmi des milliers. Eh ben non, même pas bronzé, même pas brûlé. Parce que les patients disent, mais attendez, les patients qui n'ont pas eu d'acupuncture, je parle pas de moi, mais d'acupuncture, elles n'ont qu'une hâte, c'est d'être seules à la maison pour être torse nu. Parce que même un voile de soie, elles ne supportent pas. Alors ça, c'est pour les radiothérapies. Pour les chimios. Non, chimie, on vient d'en parler. Oui. Alors, en gros, ce qu'on maîtrise parfaitement, c'est nausées, vomissements, diarrhée, aphte, fatigue. Bon, plus c'est bien biologique que l'on normalise. Grâce à ça, ça permet aux cancérologues d'administrer le plus longtemps possible et à pleine dose les cures. Exemple, dans les cancers polymétastasés, où les cancérologues disent aux patients, on va vous administrer ce protocole qui est souvent très lourd, aussi longtemps que vous puissiez supporter. D'où notre rôle essentiel. Essentiel. Donc vous aidez à ce qu'on mette la dose maxi. Oui. En gros, pour le bien des patients. Pour le bien des patients. En attendant l'avènement de molécules super efficaces. Ce qu'on voit actuellement, c'est hallucinant ce qu'on voit actuellement. L'immunothérapie, les thérapies ciblées, c'est hallucinant. C'est-à-dire qu'on sauve des patients qu'on ne sauvait pas il y a quelques années. Et le nombre de patients à qui j'ai dit, heureusement que vous ne faites pas cette maladie il y a 5 ans, parce qu'il y a 5 ans, ce qu'on vous a dit maintenant de manière courante n'existait pas et que les choses ne seraient pas passées de la même façon. Donc, gagner du temps est essentiel grâce à ça. Il faut savoir, pour une petite histoire, que le cancer du testicule, qui était le plus mortel dans les années 70, grâce à l'avènement du cisplatine, est passé en quelques mois du plus mortel au moins mortel. Maintenant, c'est un cancer banal. Boum, cisplatine, on guérit. Bon, et bien il y a des cancers, entre autres maintenant le pancréas, que l'on soigne beaucoup mieux, alors qu'avant c'était dévastateur. Il y a une expérience de vaccination qui a été faite aux États-Unis d'ailleurs, où les gens ont été guéris. Oui, non, mais c'est hallucinant. Sur le cancer du pancréas. On fera une émission là-dessus dans pas longtemps. Mais c'est vrai que le cancer du pancréas, qui était plutôt un cancer de mauvais pronostic. Oui. Mais maintenant, c'est impressionnant. Alors, ok, le traitement est affreusement lourd, et c'est là où on a un rôle, nous, important. Sur l'immunothérapie, comment est-ce que l'acupuncture intervient ? On agit aussi, on arrive à neutraliser. J'ai dû checker tous les effets secondaires, et j'ai été agréablement surpris par notre puissance thérapeutique. C'est-à-dire que ils sont forts, les effets secondaires, hein, c'est costaud. Et on est à l'auteur de la situation. Et d'ailleurs, je vais écrire les nouveaux protocoles que j'ai mis au point pour que mes confrères puissent en bénéficier. Vraiment. Parce que vous ne les écrivez pas dans le livre, hein, vos protocoles. Mais c'est vrai que c'est à usage du grand public. Non, mais même... Oui, alors attendez, vous savez pourquoi ? Le professeur Hamel, qui m'a fait l'honneur d'écrire la postface, j'avais commencé à faire un long chapitre sur l'immunothérapie, et il m'a dit, mais c'était trop tard, il aurait fallu que ça soit co-signé par un cancérologue. J'avais pas le droit, dans ce type de livre, de l'écrire. Dans le tome prochain. Alors, vous êtes un acupuncteur qui exerce dans un milieu d'oncologie. Oui, vous définissez comment C'est une spécialité à part parce que non, pas officiellement, mais mon entourage sait que j'ai décidé de consacrer l'intégralité de ma vie à l'oncologie. Et c'est ce que je dis dans le livre, il faut être un peu fou pour être oncologue, et je dois l'être un peu, quoi. C'est parce que excusez-moi, mais tellement plus simple de soigner une entorse au nez génial en posant des aiguilles et le lendemain les patients trottent. La cancérologie, c'est un peu plus compliqué, un peu plus lourd. D'accord ? Vous avez failli arrêter une fois. Oui, ouais. Et c'est votre femme qui vous a rattrapé par le bout du nœud papillon. Non, c'est pas ma femme, c'est la mère de Frédéric. Oui, Frédéric, c'est le patient dont on parlait tout à l'heure. Qui a été balayé par un cancer polymétastasé 13 ans plus tard. On n'a rien pu faire. Et il est mort dans le service qui porte le nom de sa mère. Bon, je m'en suis parmi, et j'avais décidé, parce que je m'en mettais pas, j'étais en miettes, et j'avais décidé dans le secret, même ma femme n'était pas au courant, de ne plus, parce que je n'ai pas les épaules, je croyais, assez larges pour assumer ce type de patient. Et j'avais, en accord avec mes secrétaires, non, je ne prends plus de patients cancéreux. J'avais terminé de suivre ceux qui étaient en cours, et après, plus rien. Et sachant cela, la mère de Frédéric, un jour, déboule dans mon cabinet. Je crois que c'était pour une consultation lambda, et c'était pour me passer le savon de sa vie, c'est-à-dire que elle avait prémédité son coup, et ben non, c'était pas possible, que ça venait à renier tout ce que j'avais fait, c'était à renier Frédéric, etc. J'en suis sorti, j'étais rincé, et en même temps, je lui ai dit, ok, je continue, en mémoire de Frédéric, etc. Et voilà, et elle a eu bien fait de me botter le derrière, franchement.
Vous expliquez que le médecin acupuncteur doit très vite faire ses preuves thérapeutiques face aux patients qui attendent des résultats rapidement, dans des protocoles qui n'ont pas des résultats rapides. Oui, d'accord. Mais souvent, on voit des patients, ils sont déjà en vrac. Quand j'ai la chance de voir les patients dès la première goutte de chimiothérapie, c'est facile. Souvent, ils viennent nous voir, ils sont en vrac et ils nous découvrent par hasard. Et j'explique aux étudiants qu'on est dans l'urgence thérapeutique. C'est-à-dire que on a 2 séances pour qu'il y ait plus de nausées, plus de vomissements, plus de diarrhée. En plus de ça, on va les agresser avec une aiguille. Donc si on n'a pas des résultats probants, ils nous lâchent. Et Dieu merci, dans 90%, on renverse la situation. Ce qui fait que ensuite, les mêmes patients ne veulent plus entendre parler de la moindre goutte de chimiothérapie sans l'aide d'acupuncture. Ça, alors là, c'est étonnant. Alors vous dites qu'il faut pas tellement espacer les séances. Pourquoi ? Parce que le corps a une mémoire. Oui, il y a une mémoire du corps. Expliquez-nous. Mémoire du corps. Alors chaque protocole de chimiothérapie j'ai adapté un protocole précis. L'obsession, c'est l'efficacité. Faire une séance tous les 2 jours ne servira à rien. Mais quand une séance se révèle lourde, je fais ce que j'appelle des séances intermédiaires. C'est-à-dire le patient me dit, j'ai passé un mauvais week-end, je le reprends. Et une séance intermédiaire leur permet de rebondir et de sauter mieux l'obstacle suivant étant la prochaine chimiothérapie. Voilà. Il faut s'adapter, il faut être réactif, être à l'écoute du patient et ne pas être chirurgique, je ne crois pas l'être. Comment est-ce que vous gagnez, vous, la confiance de patients qui sont atteints d'un cancer ? Les résultats. Le bouche-oreille, les résultats. Puis ils vont sur Internet, ils voient. Mais chaque patient, c'est un challenge. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir la grossesse dans ce métier. On est plaqué au sol sans arrêt. Donc ça inspire l'humilité, vraiment. Je le pense vraiment et je le vis tous les jours. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut aussi de l'oxygène et que je dis que le soir, la douceur d'une épouse et les chiens qui viennent vous faire des bisous, pas mal. Et que ça devient cauchemardesque quand on a des soucis personnels. Quand on perd un être proche, là c'est dur, vraiment dur. Il faut savoir se ressourcer, c'est indispensable, vraiment indispensable. Ou écouter de la musique. Ou écouter de musique, ou lire, bien sûr. Non mais évidemment. Vous dites que, alors, il y a quand même un des aspects où vous n'avez pas tellement de résultats, c'est la chute des cheveux. Oui. Oui, mais c'est un protocole que je suis en train de peaufiner. Alors vous arrivez à garder les sourcils, les sourcils, et les sourcils, mais et les je commence j'ai mis, grâce à un ami dont je parle, il s'appelle Patrick Sauterets, mais c'est trop tôt pour que je puisse le publier. J'ai un protocole que je suis en train de mettre au point et qui vraiment arrive à tenir. On évite la perruque. On évite homme comme femme. C'est important. C'est qu'on évite la chute des cheveux. Oui, on réduit sensiblement. Vous avez commencé. Vous avez des résultats. J'ai commencé à avoir des résultats, mais avant de les publier, ces résultats, je suis en train de les peaufiner. Parce que j'ai besoin c'est pas sur 2-3 cas. J'ai un certain nombre de cas, dont une personne de la télévision sur laquelle j'ai évité la chute des cheveux. Mais il me faut, on va dire, au moins 50 cas probants pour que je dise, ok, je publie. Vous dites que vous êtes devenu lent. Oui. Éloge de la lenteur, pourquoi est-ce que vous êtes devenu lent ? Alors, pépin de vie, j'ai été obligé de ralentir et j'ai découvert le plaisir de piquer lentement. Et un ami qui s'appelle Léonide Ferman, Marine Nadia-Wolf, me dit c'est marrant parce que exactement ce que Georges Fleurant... Alors Nadia-Wolf, c'est quand même aussi une sommité. Oui, une sommité. Qui est une amie dont je parle dans le bouquin. C'est une amie très chère. Et Léonide, qui connaît tout par cœur, dit c'est marrant parce que à 70 ans, Georges Fleurant a exactement ce que tu es en train de me dire. Et moi j'en ai 74, c'est pour ça que je dis j'ai toujours été lent. Et c'est vrai que maintenant le plaisir de piquer lentement, de regarder l'aiguille comment elle est posée, parce qu'il faut savoir que la façon dont on met l'aiguille dans un sens ou dans un autre va changer l'action thérapeutique, c'est-à-dire on tonifie, c'est-à-dire on stimule ou on calme à point égal en fonction du sens où on met l'aiguille. Bon, mais le fait de prendre le temps de poser l'aiguille, de regarder le patient est essentiel. C'est un confort de vie pour moi. C'est un plaisir de vous écouter, docteur Philippe Janin. Je rappelle que vous publiez Les aiguilles qui soulagent. Montrez votre livre à la caméra puisque l'émission est filmée. Vous verrez comment vous êtes beau dans votre costume bleu et de votre nœud papillon jaune. Mais ça, c'est votre trait de marque, c'est votre signature, le nœud papillon. Cravate, vous en avez combien, des nœuds papillons ? Des centaines, plusieurs centaines, et jamais porté de cravate de ma vie, par goût. On dirait du Hermès, je ne veux pas dire, mais... il est très beau, il est très beau. Votre nœud papillon, il est très beau. C'est gentil. Bon,
Votre livre est publié aux éditions Hugo New Life. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Puis vous verrez bien sûr la vidéo sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous, Merci, docteur Philippe Janin. Merci Philippe. Et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.